IFM en air présente Canne à sucre et préjugés, émission 1. Identité multiple, métissage et multiculturalisme politique. Canne à sucre et préjugés. Dans cet enfer tropical, personne ne rencontre personne. Hors des castes, des familles, des croyances, des francs-maçonneries du sang, tout est tabou. Malcolm de Chazal, Petrus Mock. Dans le sillage de Malcolm, mais sans jamais en adopter le style péremptoire, Canne à sucre et préjugés est une émission de sciences humaines et sciences sociales qui interroge la société mauricienne contemporaine, ses histoires et son histoire. Nous viendrons y éclairer les dynamiques à l'œuvre dans notre société en construction, pour comprendre ensemble l'origine des blocages, tabous et silences qui enserrent notre pays et les individus qui le composent. De par mon métissage, j'ai toutes les identités et en même temps ça va être complètement contradictoire, j'en ai aucune. Mélanie Biquette, mauricienne, enseignante à l'École du Nord. Donc je m'associe à... Voilà, ma mère était asiatique, donc on suivait ce que ma mère... Elle nous apportait de son côté asiatique. Mon père étant un métissé créole et hindou, nous emmenait beaucoup plus lui vers la religion, sa religion catholique. Donc ma grand-mère, c'était la religion qui primait, donc c'était ces valeurs-là qu'elle nous passait. Donc en fait, chacun d'eux, dans la famille, apportait un peu son identité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'appartiens pour moi, à aucune communauté, et en même temps, j'appartiens à toutes les communautés. En grandissant, il y a le physique aussi. Il y a les traits qui appartiennent à chaque culture. Et comme je disais, j'appartiens à aucune communauté parce que, étant mat de peau, quand j'étais dans la communauté asiatique, ça pose problème, même avec mes yeux chinés. Si je suis dans la communauté créole, ayant les yeux bridés, ça vient automatiquement détonner. Et si je vais même dans celles où on est plus métissé, mais qui vont vers plus, on va dire, les blancs métissés, non. Ma peau est trop foncée. Donc, ce qui fait que, quelque part, il y a toujours quelque chose qui vient faire que j'appartiens pas forcément à une communauté, mais qu'en même temps, j'appartiens à une autre. Et donc, oui, c'est se construire en n'ayant justement pas de groupe. Et se dire que, OK, il faut beaucoup de temps quand tu es enfant pour réaliser que c'est une richesse plus qu'un poids à porter. Tu te dis, oui, j'aurais voulu appartenir à cette communauté, et si j'avais la peau plus claire, et si j'avais les yeux de couleur, et si j'avais les cheveux plus droits, je pourrais appartenir peut-être à la communauté hindoue. Tout ça, ça a été des questionnements que j'ai eus en grandissant. Donc je m'observais dans le miroir en me disant, oui, mais quelle communauté ? Où est ma place ? Mon histoire personnelle est également traversée, mais sur un tout autre plan que celle de Mélanie, par la question de mon identité. La couleur de ma peau y est centrale. À 18 ans, je quittais Maurice pour partir étudier en France et j'écrivais une courte nouvelle, fictive mais inspirée de mon contexte, dans laquelle je raconte notamment les liens d'amitié qui unissent une petite fille franco-mauricienne et la fille de sa nénène créole. Et je termine ainsi mon récit. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait être un peu blanche comme moi, et comme moi aussi je voulais être un peu noire comme elle, on a fait un pacte. Il pleuvait. On a fait une bataille debout. Ensuite, on s'est pressés l'une contre l'autre en espérant que ça allait déteindre un peu. On a été assez satisfaites du résultat, mais maman m'a forcée à me laver après. Tant pis pour elle, parce qu'elle ne sait pas, maman, que ce qui a déteint ne retrouve jamais vraiment sa couleur d'origine. Nous avons grandi, bien ou mal, selon certains critères trop bien établis, que j'oserais d'une voix tremblante appeler préjugés. Plus tard, vers 30 ans, lors d'un atelier d'écriture proposé par Natacha Apana,
L'écrivaine nous demandait d'écrire un poème à la manière de Georges Perec, qui devait commencer par « Je me souviens ». Le texte que j'ai écrit ce jour-là se terminait ainsi. « Je me souviens de mots sales et de la honte de ma peau blanche ». À 15 ans, en classe de sciences, un conflit opposait quelques élèves. Je ne me souviens plus du sujet abordé, mais je me rappelle de cette phrase lancée par une camarade de classe. « Vous les blanches, vous croyez toujours que c'est à vous de décider ». La phrase m'avait semblé injuste et je l'avais vécue comme une blessure. Je ne me vivais pas comme quelqu'un qui essaie de s'imposer ou de dominer. Ces petites anecdotes illustrent peut-être la difficulté d'exister à Maurice en dehors d'une identité qui nous a été assignée dès la naissance et à laquelle la société tout entière nous intime fermement de correspondre. Et je mesure avec la distance et un peu plus de maturité combien ces questions traversent la société mauricienne et la font convulser si souvent. Je mesure combien notre indépendance, acquise depuis plus de 50 ans, n'a pas résolu les problématiques de domination par la race, la communauté, la caste, l'argent. Je comprends combien l'indépendance économique et politique, si elle est acquise, ne va pas encore de pair avec une indépendance culturelle et peut-être intellectuelle. Combien nos préjugés sont encore si souvent tenaces, au point de nous séparer si bien les uns des autres que l'on se connaît finalement trop peu. Combien notre vivre ensemble, si souvent vanté et vendu à l'extérieur, est encore balbutiant. Nous tous seuls depuis plus que 40 ans, joli mélange, mais content faire différence. Comment dire les mondes entiers, eux tous un rassemblés, loin d'ici, la clé l'océan. Mon compte en côte, mon fille, n'est n'a peine pour discuter, mais elle bantique, n'est n'a pour changer. Mon compte en côte, mon fille, n'est n'a peine pour discuter, mais elle bantique, n'est n'a pour changer. Rouge, nous appelle trouve rouge, blaze, up et polier la mer, zone, zone, ma varie zone. Rouge, nous appelle trouve rouge, blaze, up et polier la mer, zone, zone, ma varie zone. Fait à nous porter sur la terre. Dans mon cas personnel, c'est l'enfermement dans une identité qui était vécue comme pesante. J'ai vécu mon adolescence habitée par un sentiment d'empêchement d'être pleinement moi, pour devoir correspondre à mon milieu et ma couleur, à ma communauté. À l'inverse, le métissage que j'ai fantasmé dans ma jeunesse comme pouvant m'ouvrir à d'autres mondes, d'autres univers, d'autres couleurs, est longtemps resté et est encore un sujet entouré de tabous, de non-dits, d'interdits. Elle bantique, n'est n'a pour changer. Ton compte en côte, mon fille, n'est n'a peine pour discuter, mais elle bantique, n'est n'a pour changer. Rouge, nous appelle trouve rouge, blaze, up et polier la mer, zone, zone, ma varie zone. Rouge, nous appelle trouve rouge, blaze, up et polier la mer, zone, zone, ma varie zone. Fait à nous porter sur la terre. La littérature mauricienne est traversée par la question de ses identités métissées. Pour mon mémoire de recherche en littérature, j'ai travaillé sur le métissage dans le roman Pagli d'Ananda Devi. Et j'ai été particulièrement touchée et troublée par un chapitre du livre intitulé « Les Moffines », Ban Moffin. Pagli, c'est l'histoire d'une jeune femme indo-mauricienne qui a accepté de se marier par vengeance à un homme de sa communauté et qui tombe amoureuse de Zil, un pêcheur créole. C'est l'histoire d'une descente, d'une chute vers la folie. Pagli signifie folle. Plus récemment, dans son roman Tzigane, Traverser une femme dans 10 vents contraires, publié en 2015, Mélanie Pérez, romancière et chanteuse mauricienne, raconte la destinée tragique de son héroïne, victime d'inceste. Le récit se déroule dans le village de Rivière-Noire. Mélanie explique le contexte géographique de son roman, les frustrations générées par ce contexte et fait le lien entre le drame de Tzigane et son métissage. Et il y a à Rivière-Noire tout cet aspect de la nature, des gens, de la proximité qu'il y a, de cette liberté qu'il y a, mais tout en sachant que
derrière ce semblant de liberté que moi je pouvais avoir comme étant visiteur à ce moment-là, parce que j'habitais à Beaubassin. Quand j'allais à Rivière-Noire, j'étais visiteur, compagnie, comme on dit. Mais il y avait vraiment une certaine frustration qu'on ne pouvait pas ignorer à ce moment-là. Même si j'étais petite, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, mais je sentais cette frustration qu'il y avait à ce moment-là à Rivière-Noire. Et c'est une frustration d'une dualité, en fait, entre, si je peux appeler ça comme ça, le dominant et le dominé, mais qui cohabitent à Rivière-Noire, en fait. On peut parler à Rivière-Noire, par exemple, et c'est bien de le dire comme ça, de manière très franche, il y a le blanc et le créole de Rivière-Noire. Ça se voit et ça se sent, et ça se sentait également dans ma famille. Et je parle de ça dans Tzigane. Le problème dans Tzigane vient au moment où il y a un certain métissage, et ce métissage-là, c'est ce truc qui va faire bloquer l'engrenage, en fait. Parce que tout se passait bien, chacun était de son côté, on cohabitait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'avoir un métissage à un moment donné? Et ce métissage-là crée une frustration parce que le métis, à ce moment-là, à Rivière-Noire, n'a pas... C'est pas qu'il n'a pas d'identité, hein, mais c'est qu'il ne peut pas se rattacher à quelque chose de précis. Parce qu'il vient de deux mondes, où dans les deux mondes, de toute façon, on le rejette. Et voilà pourquoi, voilà d'où vient le premier laguigne, entre guillemets, de Tzigane, parce que ça vient de ce métissage du papa qui a l'air blanc, mais qui n'est pas, parce qu'il est considéré comme étant un bâtard, et il va tirer cette frustration-là sur sa fille, et sa fille qui sera porteur de cette frustration-là toute sa vie, et ça s'enchaîne de violence en violence, violence verbale, psychologique, physique, et voilà, le texte va tourner autour de ça, quoi. Et ça vient de là. Oui. Ce contexte empreint de dualité que décrit Mélanie, elle l'a vécu personnellement. Ce tiraillement, ces non-dits qui entouraient sa double identité, les conventions, elle raconte. Mes parents viennent de deux mondes bien différents. Je ne dirais pas que ma mère vient de ce petit côté blanc de Rivière-Noire là, non, mais ils étaient assez clairs de peau. Et mon papa vient de l'autre côté. Et il y a eu à un moment donné un clash, parce que il y a mon grand-père qui n'était pas très favorable à toute cette situation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai baigné dedans, en fait, parce qu'ils se sont quand même aimés jusqu'au bout. Et quand j'étais petite, moi, j'ai vécu dedans. Donc dans ces deux mondes-là, deux univers complètement différents. Et je voyais ça, en fait. Et il y avait quelque part, je ne vais pas appeler ça de l'hypocrisie, parce que quand même ils vivaient ensemble, mais il y avait une barrière bien précise entre ce qui pouvait se dire ou pas, ce qu'on pouvait mélanger ou pas, d'un côté comme de l'autre, en fait. Ces chuchotements, ces non-dits que raconte Mélanie sont au cœur de la problématique du métissage à Maurice. L'enfant métisse est très souvent à moitié accepté, même s'il est profondément aimé. Son identité dérange, elle bouscule les repères, elle met mal à l'aise. La parole n'est pas libre alors, et ces silences ont des conséquences sur les futurs adultes qu'ils deviendront. Christiane Foctong est psychologue. Elle a répondu à mes questions sur les conséquences des tabous et non-dits qui entourent le métissage dans de nombreuses familles mauriciennes. Dans le livre de Mélanie Pérez, on entend que le métissage est vécu comme quelque chose de négatif dans le roman. Et Mélanie Pérez le dit elle-même, le métissage dans l'histoire de Tzigane, donc le personnage principal du roman, c'est ce qui fait coincer l'engrenage. Hein, ce sont ses propres mots. C'est quoi ces blocages tellement bien intégrés en nous qui rendent presque impossibles les unions mixtes finalement à Maurice? Qu'est-ce qui se passe là du point de vue de la psychologie? Je pense que là, la question de coincer l'engrenage, c'est peut-être aussi le tissu social. Je pense que le tissu social à Maurice, il est bien compartimenté par les communautés. Je pense que là, justement, ça peut venir coincer parce que ça dérange l'ordre établi ou ça ne répond pas
aux cases qui sont déjà établies. Donc il y a quand même une situation là qui peut être faire coincer l'engrenage. Mais je pense aussi que quelque part, c'est peut-être pas impossible, hein, les unions mixtes, mais par contre ce qui est très difficile, c'est effectivement d'accepter l'autre avec son package. La plupart du temps, on attend à ce que l'autre renonce, hein, à son package pour s'unir à une autre personne ou à s'unir à une autre culture. Souvent, il y a la question du renoncement. Donc, or, la plupart du temps, lorsqu'on aime quelqu'un, il faut l'accepter tel que la personne est. Donc là, je pense que là, il y a une grosse difficulté qui fait que, justement, après les enfants, lorsqu'il y a déjà cette problématique de renoncement dans le couple, ben effectivement, les enfants, pour se construire après, ils sont obligés de rejeter aussi une partie de leur identité. Donc ça peut causer aussi peut-être le mot coincer l'engrenage. Parce que comment se construire avec des identités dont certaines sont pas reconnues, ou dont certaines sont rejetées, ou dont certaines sont méprisées. Alors, il y a aussi la question vous disiez tout à l'heure, de la loyauté. Quelque chose autour de la loyauté à sa famille, ou de ces petits fantômes qui sont là finalement pour nous rappeler d'où on vient et comment on doit agir par rapport à ça, et qui peut venir aussi faire coincer finalement. Je pense que quelque part, par rapport à son appartenance familiale, ou par rapport à son appartenance culturelle, effectivement, lorsqu'il y a la question du mariage, souvent il y a le choix qui est posé entre deux familles. Souvent, dans la situation mauricienne, je dis bien, donc c'est souvent le rapport de deux familles. Or, la situation, c'est que lorsque c'est une autre communauté, cette situation-là amène souvent un rapport inégalitaire. Donc souvent, l'autre, il y a la question de l'autre qui peut être vue comme inférieur, supérieur. Il y a la question que l'autre communauté peut être vue comme impur, pur, loin, pas loin, bon, pas bon. Donc il y a beaucoup comment je peux dire, il y a beaucoup de situations qui sont comme des opposés. Hein, qui sont vécus comme des opposés, qui sont justement, et du coup on voit que lorsqu'il y a le mariage, il y a souvent une des deux familles qui effectivement veut que la nouvelle personne renonce à son identité, à ce qu'il a construit pendant toutes ces années, pour venir épouser une communauté, qu'un seul type de vie, mode de vie. Et souvent aussi, on voit aussi dans des situations extrêmes, hein, qu'il y a un renoncement familial, hein. Une des personnes accepte de ne plus avoir contact avec sa famille. On ne peut plus recevoir la famille, on part que chez la famille de X, que la famille de Y. Donc ça n'aide pas aussi effectivement à s'épanouir dans son couple, hein. Et par rapport aux enfants, ça peut causer aussi des problèmes, comme je dis, dans la construction identitaire, parce que des fois, physiquement, on voit que la personne, justement, est issue d'un métissage, mais comment ne pas reconnaître l'autre en soi, hein? On ne reconnaît qu'une partie, mais en même temps, on est en train de couper, d'essayer de faire une scission avec l'autre partie qu'on est. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un couple mixte comme ça pour finalement réussir à ce que chaque membre du couple s'épanouisse? Je pense que c'est important de s'adapter, mais je pense qu'avant tout, lorsqu'on a aimé une personne, je pense qu'on l'a aimé avec son tout. Justement, souvent avec ce côté justement de l'étranger, de l'extérieur, qui fait qu'on a été attiré par cette personne. Or, souvent dans le mariage, souvent il y a la tentative inconsciente de changer l'autre pour devenir le même que nous. Donc du coup, ça pose des problèmes, parce que du coup, l'autre, est-ce qu'elle est obligée de changer, hein, de changer de ce qu'elle était, ou de ce qu'il était avant, pour devenir ce que nous voulons. Et on voit aussi que dans les familles mauriciennes, il y a aussi quand même un apport collectif qui est quand même très très puissant. C'est-à-dire, la plupart du temps, le mariage, on dit bien que c'est quand même l'union de deux individus, mais à Maurice, je pense que le contexte est différent. C'est quand même l'union de deux familles ou de deux communautés, hein, donc ce qui fait que souvent la pression peut être forte quelque part par rapport au choix de la personne. Hein. On voit bien que quelque part dans les familles, lorsqu'il y a la question du mariage, souvent la loyauté familiale revient, c'est-à-dire la personne sent qu'il faut justement être loyale à la demande consciente ou inconsciente de la famille. Hein, ça, c'est une pression, comme je dis, hein, qui est vécue souvent au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire, on peut aimer une personne, mais finalement, il y a un moment, il va falloir faire un choix.
Donc la plupart du temps, lorsque la personne, la même communauté, ce choix-là ne se pose pas parce que la personne est d'emblée intégrée. Mais lorsque c'est une personne qui est d'une communauté différente, forcément, il y a la question du choix. Est-ce qu'on va sauter le pas avec la personne ou pas ? Et souvent, on voit que lorsque la personne saute le pas aussi, ce n'est pas sans conséquence. Des fois, on voit aussi que les familles, justement, retirent l'aide. Il y a des familles aussi qui déshéritent aussi certaines personnes, certains enfants, etc. Il y a des familles aussi qui, effectivement, s'éloignent de la personne. Donc, du coup, ce qui fait que des fois, les couples aussi mixtes sont aussi des personnes très isolées, des couples très isolés. Parce que, justement, des fois, ni l'un ni l'autre de la famille, enfin la famille de l'un ou de l'autre, justement, viennent soutenir le couple. Donc ça peut causer aussi une différence, une difficulté, parce que c'est souvent des familles aussi. Le couple peut se retrouver marginalisé. Déjà par la communauté des deux familles, et bien sûr par extension par la société dans le sens large aussi. Beaucoup trop d'arriérés, ils n'ont pas eu la chance comme nous de pouvoir regarder avec leurs propres yeux. Qui suit le train des idées dépassées sans jamais se poser de questions. Oh. Jeunesse, levez-vous, revendiquez. Et si nos identités multiples nous questionnent, individuellement, dans nos familles, pour chacun, elles s'inscrivent également dans une histoire politique complexe, où les luttes pour une société plus égalitaire se fondent sur le principe de la communauté. Ce mode de fonctionnement de la politique à Maurice, nous l'appelons communément le communalisme. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Avinash Manohar est politologue, auteur d'une thèse de philosophie politique intitulée « Le multiculturalisme à Maurice, racisme colonial, best loser system et axiomatique postcoloniale ». Lors de notre rencontre, il m'a expliqué comment il définit le communalisme. Je reprends à la lettre la définition d'un anthropologue réunionnais qui s'appelle Jean-Michel Josse et qui définit le communalisme, je paraphrase, comme l'organisation de groupes identitaires en lobby identitaire, c'est-à-dire en lobby identitaire dont l'objectif est de défendre ses intérêts en tant que groupe identitaire. Et je crois que c'est à la lettre ce qu'on appelle le communalisme à Maurice. Okay. Je mettrai juste une petite parenthèse. Cette définition, j'y suis assez attaché parce qu'elle permet aussi de distinguer le communalisme du racisme. Et à Maurice, en général, dans le langage courant, dans le langage commun, quand on parle de communalisme, on parle du racisme. Et il faut, je crois, distinguer les deux. Parce que le racisme est bien évidemment quelque chose qui doit être combattu, mais le communalisme, c'est littéralement le mode de fonctionnement de la politique à Maurice. Et c'est pas forcément une chose négative, quoi. Avinash Manohar définit notre système politique, notamment le système du best loser, comme une machine à produire des identités. Il affirme dans sa thèse « Car voici bien le multiculturalisme mauricien, un morcellement identitaire continu, interminable même. Ce morcellement a pris depuis quelques années une forme de plus en plus précise, de plus en plus fine. » Un échange avec Avinash m'a permis de mieux comprendre les dynamiques politiques à l'œuvre derrière nos histoires individuelles. Comme tu le sais, le Best Loser System reconnaît 4 catégories identitaires dans la représentation politique à Maurice. Les hindous, les musulmans, les chinois. Et si tu n'es pas hindou, musulman ou chinois, il y a une 4e catégorie qui a été créée qui s'appelle celle de la population générale. On met musulmans, chinois, population générale d'un côté pour une seconde. Dans la pratique de terrain,
on voit que la catégorie hindoue se morcelle elle-même en plusieurs sous-catégories. C'est là que le système des castes, mais tel qu'il est pratiqué à Maurice, parce que la question des castes à Maurice est une invention politique locale, c'est pas une invention sociale et une pratique religieuse. La question voilà, tu as des sous-catégories qui se fondent dans deux choses. Dans le système des castes, où tu as les Vaishs, les Rajputs, les Ravived, si je me trompe pas, oui, c'est ces trois-là, et les Babuji, 4. Et tu as encore 3 autres sous-catégories qui elles, en fait, sont ce qu'on pourrait appeler des églises, au sens large du terme, hein, de l'hindouisme. Les Tamouls, les Télugus et les Marathis. Donc c'est littéralement ça, c'est-à-dire que en 68, quand les négociations pour l'indépendance ont lieu, quand les négociations pour justement le Best Loser System ont lieu, on ne reconnaît qu'une catégorie, qui est celle des hindous. Et cette catégorie, en fait, il y a toute une histoire des recensements qui font que ces catégories-là ont été choisies. Hein. Mais dans la pratique de terrain, au fur et à mesure que nous avançons, clairement, on voit d'autres sous-catégories surgir. Et cet exercice de l'éclatement de la catégorie hindoue en sous-catégorie, on peut parfaitement le faire pour, par exemple, la catégorie population générale. On met dans la catégorie population générale les franco-mauriciens, ce qu'on appelle à Maurice les créoles, ce qu'on appelle à Maurice les milates, tu vois. Et tout ça, c'est exactement le même processus, hein, mine de rien, qui fonctionne. Et moi, je peux te dire, on va pas parler de politique, mais faisant partie d'un parti politique, je peux te dire que la question de l'équation de la représentativité, quand tu vas vers une élection, c'est-à-dire que quand tu dois aligner des candidats, c'est à la lettre. Tu vas voir tes listes électorales, tu comptes le nombre d'électeurs, qui existent dans chaque catégorie, et tu détermines quels sont les rapports de force, entre guillemets, là. Quelle catégorie est majoritaire, quelle catégorie minoritaire, comment équilibrer tout ça. C'est à la lettre ça qu'on appelle le communalisme scientifique. Et voilà, je parle effectivement de quelque chose qui s'affine, mais ce processus, c'est un processus scientifique. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que ce que nous appelons la représentation politique à Maurice, c'est une science de l'identité. Une science de l'identité. Et une science de l'identité qui prend appui dans une science de la population. Lorsque j'écoute Avinash, j'ai le sentiment que la séparation entre les groupes, les communautés, est orchestrée, fabriquée. Et je devine que cette société de la fragmentation a ses origines dès le début de notre histoire politique, et sans doute même plus loin encore, dans l'histoire coloniale de Maurice. Dans son livre « Île réelle, île rêvée », Julie Péguigny écrit « Ceux qui ont écrit l'histoire mauricienne se sont attachés à retracer l'histoire des communautés plutôt que les complexités de cette histoire. Ce faisant, les liens de métissage ont été oubliés, occultés ou encore sous-déterminés par rapport aux données disponibles. » Pour Avinash, la question du multiculturalisme et la fragmentation de la société mauricienne est intimement liée au développement économique. Il nous explique. On a tendance à trop rester dans des phénomènes de lecture culturaliste de la multiculturalité. Alors que pour moi, non, la multiculturalité, oui, évidemment qu'il y a une anthropologie du multiculturalisme, c'est indéniable. Mais cette anthropologie découle elle-même, en fait, d'autre chose. L'anthropologie n'est que la surface visible d'autre chose. Et cette autre chose, c'est à la lettre, hein, je te cite ce qui est écrit dans le Code noir, c'est les opérations de pouvoir de la barrière de couleur. Littéralement le racisme. Et comment est-ce que le racisme va venir, le racisme colonial, qui se trouve au cœur des processus de colonisation, pour justifier le pouvoir de l'Europe sur le monde, hein, en gros. Et en fait, comment est-ce que la barrière de couleur va agir comme un instrument, comme un dispositif même, de la mise en place d'un racisme qui, dans nos histoires coloniales, préside à la division du capital et à la division du travail. Parce que, avant qu'une société puisse exister, dans sa vie sociale, qui peut être anthropologique, etc., une société doit exister en tant qu'unité de production.
Il faut produire quelque chose pour pouvoir exister en tant que société, parce que il faut produire pour manger. C'est littéralement le cas. Hein. Là, on rentre dans des questions d'ethnologie, on va pas. Voilà, c'est un peu une tangente. Mais quand je viens dire justement que le multiculturalisme a un fondement économique, moi, c'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que à travers la question de la multiculturalité, on doit pouvoir entrer dans des questions beaucoup plus profondes de questionnement de l'infrastructure économique à Maurice. Pour revenir à la base de cette économie coloniale, Avinash cite dans sa thèse un passage du Code noir que je trouve éclairant quand on aborde la question du métissage notamment. Je cite le Code noir. « Défendons à nos sujets blancs, de l'un ou l'autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous, curés, prêtres ou missionnaires, séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers des vaisseaux, de les marier. Défendons aussi à nos sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. » Ainsi, le colonialisme institutionnalise la relation entre les groupes, y compris les relations d'ordre privé, intime. On écoute Avinash. Le système esclavagiste est fondé sur une différence fondamentale, qui est le fait de dénier leur humanité aux esclaves. Littéralement, le Code noir, comme texte de loi, est un texte qui régit la vie des esclaves en tant que ces esclaves sont des objets, pas des êtres humains. On voit à Maurice ce qu'on peut voir dans absolument tous les processus coloniaux. Anne-Laura Stoller, qui est une immense chercheuse américaine, a vraiment mis de l'avant justement cette dimension du tabou sexuel dans le colonialisme. Et en fait, sans entrer dans trop de détails, je trouve qu'elle explique quand même très très bien comment effectivement le métissage était littéralement un tabou. Hein, à la lettre, c'est un interdit. Hein, c'est vraiment quelque chose qui a la valeur de l'interdit tout autant que le meurtre, hein, presque, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, la punition pour les entraves à cela était quand même assez sévère. Encore une fois, il y a forcément un enjeu de pouvoir, là. Il y a un contrôle de la sexualité, il y a l'interdit du métissage, parce que la distinction dans une société de type bourgeoise, donc où tu as les détenteurs du capital, donc les bourgeois, et la force de travail, cette distinction, elle doit littéralement être visible. Il faut la voir. Et le signe de cette visibilité, pour le Code noir du moins, c'est un signe de couleur de peau. C'est ce qu'il appelle à la lettre la barrière de couleur. Le système politique que nous avons, les frontières entre les identités, je dis pas qu'elles opèrent sous le mode de la barrière de couleur, c'est pas le cas. Mais le principe d'une division sociale à partir du principe, bon là c'est du principe de couleur, mais le principe d'une société hétérogène, elle est posée par la barrière de couleur. Et ce qu'on appelle les communautés ou les identités à Maurice opèrent sur le même principe. Sauf que là, ce n'est plus seulement une question de couleur, ça devient une question de religion, etc. D'origine, voilà. Mais oui, donc de ce point de vue-là, il y a une ligne, presque une généalogie qui peut être tracée et écrite à la lettre, j'en suis persuadé. Notre vision de Maurice et de nos identités au sein du pays a été largement façonnée par des éléments extérieurs d'ordre économique et politique qui ont institué, pour reprendre les mots de Julie Péguini, les logiques de séparation déjà présentes. Avinash explique dans sa thèse que, je cite, « Le multiculturalisme est une forme proprement locale de la gouvernementalité, dont le but est de conduire la conduite des individus, en les classifiant, en les ordonnant, en les inscrivant et en les enfermant dans une identité. » Il me semble donc que dans la mesure où l'appareil politique est conçu pour nous enfermer dans une identité afin de mieux nous gouverner, ne pas jouer le jeu de cette identité, ne pas perpétuer les cloisonnements, nous libérer individuellement de ces catégories, voire se métisser, culturellement ou concrètement, est une forme de dissidence. Avinash me répond. D'un point de vue purement systémique, le métissage correspond à la catégorie de population générale. Donc, it is accounted for. C'est-à-dire, encore une fois, on revient à cette question on a un système qui trouve à toutes les questions qu'on peut lui poser des réponses. Il est absolument génial,
D'ailleurs, je pense que le système mauricien est un des systèmes politiques les plus complexes qui soient. Vraiment, je suis absolument convaincu de ça. Ce qui me semble certain, c'est que du moment que le fondement de la pratique politique s'inscrit dans la notion d'identité, une manière de court-circuiter tout cet appareillage politique, c'est justement de ne pas jouer le jeu de l'identité. Ça, oui, c'est un moyen. Et ça, en fait, on revient vraiment à tout le travail de Michel Foucault jusqu'à sa mort, vraiment le dernier Foucault, que lui, il appelait le souci de soi, donc un travail sur sa personne, travail de subjectivité personnelle, vraiment. Réaliser cette émission a été un cheminement personnel. J'ai lu la thèse d'Avinash Manohar ainsi que la thèse publiée de Julie Peghini. Ces 2 textes extrêmement intéressants m'ont éclairé sur bien des points et je n'en ai retranscrit ici qu'une infime partie. Je garde le sentiment de n'avoir révélé que des bribes, des fragments, tant notre histoire politique, coloniale, anthropologique, sociologique est riche et complexe. Chacun des hommes et des femmes, les femmes sont trop peu nombreuses encore, dont l'histoire retient le nom, a participé à la création de notre nation. Des intellectuels, des politiciens, des artistes, des écrivains qui ont influencé et façonné l'île Maurice moderne. Mais il appartient à chacun d'entre nous de continuer à dessiner les contours de notre île. Le système politique mauricien que nous connaissons a sans doute permis, dans une certaine mesure et à une certaine époque, de préserver l'harmonie entre les communautés. Mais il accentue également la fragmentation communautaire, une fragmentation qui peut être source de conflits, latent certes, mais à même de ressurgir de manière plus virulente, voire incontrôlée. Certains épisodes de notre histoire nous l'ont montré. On pense aux bagarres raciales de janvier 68 ou encore aux émeutes de février 99. Une fragmentation qui ne participe pas à nourrir le vivre ensemble, qui ne favorise pas les rencontres et les échanges. À Maurice, on me classe dans la catégorie franco-mauricienne, ou si l'on est plus direct, blanc. Je ne suis pas française pourtant, et j'ai pu mesurer l'écart entre ma culture et la culture française à mon arrivée dans ce pays pour faire mes études. Une amie indo-mauricienne, elle, m'a fait part d'une expérience similaire en arrivant pour étudier en Inde. On lui avait vendu un retour aux sources de sa culture. Elle s'est confrontée à un fossé culturel qui l'a déroutée, puisqu'elle n'y avait pas été préparée. Je trouve ces expériences particulièrement parlantes, puisqu'elles nous disent à quel point notre culture, ou si l'on veut nos cultures, sont métissées, combien nous ne sommes plus français, indiens, africains, chinois, mais bien mauriciens, puisque c'est ici, sur cette terre, que nous avons nos repères, que nous avons ancré nos souvenirs sensibles. Avinash termine sa thèse par ces mots. Il nous apparaît donc urgent de démontrer que notre rapport à la race, à la communauté, aux religieux, aux socio-culturels, mais aussi notre rapport au capital, à la division du travail et à la hiérarchisation sociale est un rapport qui s'est historiquement constitué. Et du moment qu'il s'est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. Il nous appartient donc, en tant que jeunes Mauriciens ayant soif de progrès sociaux, économiques et culturels, de réenchanter notre vie politique en nous confrontant de manière critique mais constructive à notre passé et à son héritage. Et j'ajouterai avec Avinash que cette démarche est d'abord individuelle et que c'est à partir de cette individualité que nous pourrons construire et transformer. Il n'y a pas de changement politique sans un changement en chacun de nous pour accepter enfin cette part métisse que nous portons tous et qui fait nos identités. Cette émission a été produite par IFM en Air et l'Époque Studio. Elle est présentée par Christelle Mervin. Merci au groupe Patiatan pour le générique. Les extraits musicaux entendus sont de Emeline pour la chanson Rose Blazon Vert et Black Man Blues pour la chanson Évolution d'esprit. Merci à Mélanie Biquette, Julie Peghini, Avinash Manohar, Mélanie Pérez et Christiane Foctong. Merci également à Shakti Kalikan de porter avec moi ce projet, avec intelligence, finesse et bienveillance.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'esclavage et ses conséquences dans la société mauricienne contemporaine sur IFM en air. Canne à sucre et préjugés.